titre de l'actualité ce 1er mai 2020, la Cour constitutionnelle du Mali a rendu public ce jeudi les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril dernier. Nuno Gomes Nabiam, le Premier ministre de la Guinée-Bissau, a été testé positif au coronavirus. Le ministre de l'Intérieur et 2 autres ministres ont également le Covid-19. Et puis la cité interdite de Pékin rouvre ses portes 3 mois après sa fermeture en raison de la crise du coronavirus. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Mali, où la Cour constitutionnelle a publié ce jeudi les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril dernier. Et selon ces résultats, le parti présidentiel gagne 10 sièges. Les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril dernier, où le taux de participation était de 35,25%, sont désormais connus. Ils ont été rendus publics par la Cour constitutionnelle qui a également fait le décompte des 147 députés élus au terme des 2 tours de l'élection. De nouveaux visages apparaissent à l'Assemblée et le parti au pouvoir engrange de nouveaux sièges grâce au recours introduit au sujet de 9 d'entre eux. En effet, suite au verdict de la Cour constitutionnelle, le Rassemblement pour le Mali, le parti présidentiel, gagne 10 sièges, dont 4 à Bamako, 2 à Kati, près de la capitale, et 4 autres dans le sud. Il arrive donc en tête avec au moins 51 députés, mais n'a pas la majorité des 147 sièges de députés. Le RMP doit alors composer avec ses alliés, notamment le parti Adema PASJ, qui arrive en seconde position avec au moins 22 députés. Toujours dans le sud, à Bougouni, cette fois-ci, c'est la liste conduite par la Convention sociale démocrate, la formation politique de Blaise Sangaré, de la mouvance présidentielle qui l'emporte. Dans le tiercé gagnant, on compte l'Union pour la République et la démocratie URD, principal parti d'opposition, dont le leader Soumaïla Cissé a été enlevé dans le nord du Mali il y a un peu plus d'1 mois. Contrairement à l'élection présidentielle, les résultats par bureau de vote n'ont pas été publiés, tout comme la liste des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. Détention du journaliste indépendant algérien Khaled Drareni en pleine crise du Covid-19. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International a appelé ce jeudi les autorités algériennes à le libérer. Rappelons-le, l'intéressé a été arrêté depuis la fin mars. Amnesty International s'indigne de l'état de la liberté de presse en Algérie. L'organisation de défense des droits de l'homme invite les autorités du pays à mettre fin au harcèlement ciblé des médias indépendants et surtout à libérer le journaliste Khaled Drareni. Ce dernier est le fondateur du site d'information en ligne Kasbah Tribune. Il est aussi correspondant de la chaîne de télévision française TV5 et représentant de Reporters sans frontières en Algérie. Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Koléa, à l'ouest d'Alger, il a été placé le 29 mars en détention préventive dans l'attente de son procès. Il est en effet accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert une manifestation du Irak, le mouvement populaire anti-régime qui secoue l'Algérie depuis plus d'1 an. 3 médias en ligne algériens actifs dans la couverture du Irak ont été récemment la cible de mesures de censure. À l'approche de la journée mondiale de la liberté de la presse prévue le 3 mai, Amnesty exhorte également les autorités à mettre fin aux restrictions injustifiées imposées aux journalistes et aux médias indépendants en Algérie. Enfin, Amnesty International réclame à nouveau la fin des poursuites contre les militants et manifestants du Irak qui sont détenus, estimant que les autorités mettent également en danger leur santé étant donné le risque d'une épidémie de Covid-19 dans les prisons et les lieux de détention. Selon le dernier décompte du Comité national pour la libération des détenus, une association de soutien, 51 personnes sont actuellement détenues pour des faits liés au mouvement de contestation. En Guinée-Bissau, le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam a été testé positif au coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Santé. Le Premier ministre bissau-guinéen Nuno Gomes Nabiam a annoncé ce mercredi avoir été contaminé par le nouveau coronavirus.
J'ai été testé positif au nouveau coronavirus. Je suis à la maison et je me sens bien, a-t-il déclaré sur sa page Facebook. Le virus existe et se propage facilement. Restez à la maison et prenez toutes les mesures pour sauver votre vie et celle de votre famille, a ensuite imploré Nuno Gomes Nabiam. Une bonne partie des membres de la commission interministérielle de lutte contre le coronavirus ont été contaminés, a poursuivi le Premier ministre, qui souligne que cela faisait partie des risques encourus pour avoir été à l'avant-garde de la lutte contre la maladie. Le ministre de la Santé, Antonio Duna, a quant à lui précisé que des membres du gouvernement ont été également déclarés positifs. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Botche Kandé, le secrétaire d'État à l'ordre public, Mario Fambé, et la secrétaire d'État à l'intégration régionale, Monica Boero. Après le décès annoncé dimanche dernier du commissaire principal de la police, Biom Nachongo, le seul officiellement lié au nouveau coronavirus dans le pays, certains agents du ministère de l'Intérieur et d'autres membres du gouvernement qui avaient eu des contacts avec lui ont été soumis à des tests, a expliqué le ministre de la Santé. Des tests sont également en cours dans une unité de la Marine nationale où le chef de la police avait effectué une visite peu avant son décès, selon une source proche de la commission interministérielle. La Guinée-Bissau a officiellement enregistré 73 cas de coronavirus. L'état d'urgence y a été décrété depuis le 28 mars dernier. Pendant ce temps, la lutte contre le coronavirus a bien des conséquences en République démocratique du Congo. L'isolement du centre des affaires de Kinshasa et du pouvoir de la Gombe menace des milliers de vendeurs de rue. Ces derniers venaient y gagner de quoi vivre chaque jour. La mise en quarantaine de la cité de Gombe engendre une aggravation du chômage en RDC. La fermeture de cet îlot de prospérité, fief de quelques dizaines de milliers de riches Congolais et d'expatriés, est un désastre pour les vendeurs de rue qui vivent au jour le jour, comme la plupart des 10 à 12 millions de Quinois. Avant l'apparition de l'épidémie du coronavirus, certains photographes ambulants pouvaient gagner entre 10 et 20 $ par jour. Il leur aurait suffi de s'installer devant le ministère des Affaires étrangères avec leur équipement mobile. Mais depuis le 6 avril, nombre d'entre eux sont au chômage sans aucune ressource. La très chic commune résidentielle bâtie au bord du fleuve Congo en face de Brazzaville est l'épicentre de l'épidémie du coronavirus en RDC selon les autorités sanitaires. Photographes, coiffeurs en plein air, agents de change, vendeurs de légumes ou de crédits téléphoniques, ils sont des milliers à franchir chaque jour la frontière invisible qui sépare la Gombe du reste de la cité. Après 2 semaines de confinement strict, les banques et les supermarchés de la Gombe ont de nouveau accueilli des clients à partir du 20 avril. Mais les checkpoints sanitaires sont toujours en place. La date de la levée de l'isolement de la Gombe n'est pas encore connue. Jeudi soir, la RDC a atteint le cap de 500 cas confirmés de Covid-19, dont 485 ont été enregistrés à Kinshasa. Le pic de l'épidémie sera atteint entre la première et la deuxième semaine du mois de mai 2020, d'après les autorités sanitaires. Le musicien nigérian Tony Allen, batteur et créateur de l'afrobeat aux côtés de son compatriote Fela Kuti, est décédé ce jeudi à Paris à 79 ans. Selon son manager Eric Trossé, on ne connaît pas exactement la cause du décès, mais il précise qu'il n'a pas été emporté par le Covid-19. Il était en pleine forme, c'était assez soudain, je lui ai parlé à 13h. Puis 2 heures plus tard, il était pris de malaise et a été transporté à l'hôpital Pompidou où il est décédé, a expliqué le manager. Autodidacte, Tony Allen a commencé à se produire à l'âge de 18 ans dans des clubs où il jouait une myriade de styles musicaux. Avec Fela et le groupe Africa 70, il va enregistrer une 40aine d'albums avant que les chemins des 2 complices ne se séparent après 26 ans de collaboration. Je le disais en titre, la cité interdite de Pékin, fermée le 25 janvier dernier, va rouvrir ce vendredi. C'est ce qu'ont annoncé les autorités chinoises. Après 3 mois de fermeture due à la crise du nouveau coronavirus, la cité interdite de Pékin rouvre ce vendredi. Cette réouverture marque le dernier signe d'un retour à la normale en Chine. Le palais impérial, proche de la place Tiananmen, a fermé ses portes le 25 janvier dernier quand les autorités ont décrété la fermeture de toutes les attractions touristiques et le confinement d'une province entière.
Le nombre de touristes autorisés à y pénétrer sera seulement de 5 000 personnes par jour, contre 80 000 avant la pandémie. Les visiteurs devront porter des masques et montrer leur code de santé sur leur téléphone portable, qui prouve qu'ils ne sont pas porteurs du virus, et se tenir à au moins 1 mètre les uns des autres. Des contrôles de température se feront également à l'entrée et quiconque aura de la fièvre ou toussera sera interdit d'entrer. Pékin a récemment annoncé que les musées de la ville allaient rouvrir progressivement à partir du 1er mai, aujourd'hui donc. Le gouvernement libanais a adopté ce jeudi un plan visant à relancer l'économie au bord du naufrage du Liban. Dans ce pays endetté, les manifestants sont redescendus dans la rue pour crier leur colère face à des conditions de vie intenables. Les mesures de confinement adoptées contre le nouveau coronavirus au Liban y ont amplifié la crise économique. On parle de la pire depuis la guerre civile. L'inflation continue d'augmenter, la pénurie de liquidités est criante, sans oublier la forte dépréciation de la monnaie par rapport au dollar, utilisé au quotidien au même titre que la livre libanaise. L'adoption du plan de relance intervient après 3 nuits consécutives de violence dans la ville de Tripoli, au nord du pays, où des manifestants ont battu le pavé pour dénoncer une chute de leur pouvoir d'achat. Le naufrage économique a été l'un des déclencheurs en octobre 2019 d'un soulèvement inédit contre l'ensemble de la classe politique, accusée de corruption et d'incompétence. Malgré le confinement et un couvre-feu nocturne imposé face à l'épidémie de Covid-19, la colère gronde à nouveau dans les rues après plusieurs mois marqués par un essoufflement de la contestation. La présidence a indiqué sur son compte Twitter, à l'issue d'une réunion du gouvernement, que le Conseil des ministres approuve à l'unanimité le plan économique. Mais peu de détails en ont filtré. Mais le plan est vital. Les autorités espérant qu'il sera jugé suffisamment crédible par la communauté internationale pour débloquer des aides. Selon des fuites dans les médias, 80 milliards de dollars sont nécessaires pour sortir de la crise, dont entre 10 et 15 milliards de dollars de financement extérieur sur les 5 prochaines années. Les réformes prévues comprennent des coupes dans les dépenses publiques et une restructuration de la dette d'État qui s'élève à environ 170% du PIB, l'un des taux les plus élevés au monde. Le temps est donc compté pour le Liban qui a annoncé en mars être en défaut de paiement, une première dans son histoire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.